Mesdames, Messieurs, chers collègues, je souhaite tout d'abord la bienvenue à nos trois nouveaux collègues, Elissa Crayem, Frédéric Malvaux et Pascal Houbron. Et au nom de notre Assemblée, je vous souhaite la bienvenue et vous dis que c'est une charge passionnante au service de la collectivité et surtout des Hauts-Normands qui vous attend. Et nous sommes heureux, collectivement, je crois, de la partager avec vous. J'ai également une pensée pour nos deux collègues, Emmanuel Jean-Desmingal et Sophie Moll, qui sont absentes aujourd'hui pour raisons personnelles. Mesdames, Messieurs, la France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour ce faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. Cette phrase de François Mitterrand a gardé tout son sens. Les dernières élections municipales et européennes, dont les résultats ont été particulièrement mauvais pour l'ensemble de la gauche et guère plus reluisants pour la droite républicaine, ces résultats doivent nous interpeller. Nos concitoyens croient de moins en moins en la politique. Ils sont souvent perdus, ils ne savent plus très bien qui fait quoi, ils se détournent de la République. Les leçons à tirer de ces scrutins sont nombreuses. J'en retiens une ce matin. Il nous faut clarifier, simplifier, renforcer l'action publique. Clarifier les compétences, simplifier l'organisation territoriale, renforcer les collectivités et les services publics locaux. C'est le sens de la réforme engagée par le Président de la République et le gouvernement. Elle vient à peine d'être présentée au Parlement. Il nous faut donc attendre l'issue du travail législatif. C'est la règle dans notre République. Néanmoins, parce que cette réforme concerne directement notre collectivité, il m'a semblé légitime que notre débat régional d'aujourd'hui lui soit, pour une large part, consacré. La question du périmètre des régions, particulièrement en Normandie, a fait l'objet de toutes les attentions. Le sujet n'est pas secondaire, mais est-il pour autant premier? Pour moi, le premier sujet, c'est d'abord celui des compétences. Qui fait quoi? Et je le dis comme je le pense, notre organisation territoriale est devenue, fruit de l'histoire, trop complexe. Les réformes de 2010 n'ont rien résolu. Clarifier le qui fait quoi, sans nuire à la qualité de nos services publics, doit être notre premier objectif. Un premier pas a été réalisé en décembre dernier avec la loi de modernisation de l'action publique. Et le projet de loi, présenté la semaine dernière, vient le compléter. Il permettra aux citoyens d'identifier clairement les responsabilités de chacun. Comme nous l'avions demandé, avec mes collègues présidents de région, au Premier ministre, le rôle stratégique des régions sera reconnu, parce qu'elles sont, selon la formule du général de Gaulle, les ressorts de la puissance économique de demain. Les régions verront leurs compétences renforcées et élargies. Je n'ai jamais, pour ma part, été partisan d'une région qui ferait tout sur tout. En revanche, disposer de nouveaux leviers pour améliorer le quotidien et préparer l'avenir d'un territoire me semble décisif. Soutien aux entreprises, aux PME en particulier, formation, mobilité, aménagement solidaire du territoire, transition énergétique. C'est le sens du projet de loi. Avec la question des compétences vient naturellement celle des moyens. Qui fait quoi? Oui, mais avec combien? Et si les régions françaises sont aujourd'hui trop petites, c'est d'abord par leur manque de compétences et de moyens, bien plus que par leur taille démographique ou géographique. Les régions françaises ne représentent que 2% de la dépense publique nationale.
et leur autonomie fiscale est généralement de moins de 10%. C'est le cas de notre Assemblée. C'est un problème à la fois économique et démocratique. Notre puissance de feu budgétaire est 8, 9, 10 fois moindre que celle de nos homologues du nord de l'Europe, par exemple, à taille, à démographie équivalente. Cela doit changer. Nous attendons donc du gouvernement des précisions sur les moyens dont il entend doter les nouvelles régions, ainsi qu'un engagement fort de l'État sur nos grands projets structurants. Je pense en particulier au développement de la vallée de la Seine. J'avais écrit il y a quelques semaines au Premier ministre pour lui demander de s'engager en ce sens. Et récemment, Manuel Valls a indiqué publiquement que la prochaine génération des contrats de plan, des CPER, serait bien signée d'ici la fin de l'année, avec un mandat donné au préfet durant l'été. C'est une bonne nouvelle, car elle permettra la continuité des grands chantiers et des investissements dont nous avons besoin en Haute-Normandie. Pour sa part, notre région, l'une des mieux gérées de France, comme vous le savez, sera au rendez-vous du financement. Après les compétences et les moyens, vient, bien sûr, la question du périmètre. Mais pour moi, ce n'est pas une cause, c'est d'abord la conséquence du contenu de l'action publique que l'on veut mettre en place. Comme vous le savez, sur cette question du périmètre, je me suis exprimé en avril et mon opinion n'a pas changé. Mais il faut souligner que le contexte était alors différent. Pourquoi ? François Hollande, Manuel Valls, je vous invite à relire leur déclaration, annonçaient alors une France, d'abord à 11 régions, pas à 14, et demandaient surtout aux territoires, je cite, de réfléchir à des scénarios de regroupement d'ici le 1er janvier 2017 par délibération concordante des assemblées régionales. Il faut prendre acte que la démarche, désormais, est autre, puisque le président de la République a fait le choix d'une France à 14 régions et en a soumis la carte au Parlement. C'est donc une procédure différente. Le débat démocratique a donc lieu au Sénat et à l'Assemblée nationale. Il vient de débuter, ce qui est parfaitement légitime. Et évidemment, il n'existera jamais un découpage administratif idéal faisant l'unanimité. Comme je l'ai toujours dit, il ne doit y avoir aucun tabou sur ce sujet. Ce qui compte en réalité, c'est de faire avancer les projets utiles pour l'emploi et le quotidien de nos concitoyens en gérant toujours sérieusement l'argent public. Avec mon ami, le président de la Basse-Normandie, Laurent Beauvais, nous avons salué conjointement l'initiative du gouvernement de proposer le regroupement des deux Normandies. Nous n'avons heureusement pas attendu cela pour travailler ensemble depuis de nombreuses années. Tourisme, aéroport, université, innovation, pôle de compétitivité. D'ores et déjà, nous avons décidé de saisir, de manière commune, les deux Césaires, Conseils économiques, sociaux, environnementaux régionaux. Je salue le président du Césaire de Haute-Normandie, Gérard Lissot, qui est parmi nous comme à chaque fois, pour étudier les convergences les plus rapidement envisageables, en nous appuyant sur précisément ces coopérations que nous avons déjà établies et qui ont déjà fait la preuve de leur efficacité. Nous devrons bien sûr nous conformer à la loi telle qu'elle aura été finalement, éventuellement modifiée et surtout votée, je le souhaite, par le Parlement. Tout au long de ce processus, je veux le dire, je resterai extrêmement vigilant quant à l'avenir des personnels de notre région, qui font chaque jour la démonstration de leurs compétences et de leur sens du service public. Alors, je sais, j'entends déjà les critiques qui seront sans doute formulées dans quelques minutes à propos de cette réforme territoriale proposée par le gouvernement. Pas assez ambitieuse, pas assez concertée, pas assez ceci, pas assez cela. Et certains qui prônaient hier une nouvelle Normandie
Peut-être nous expliquerons aujourd'hui pourquoi finalement ils voteront contre le projet de loi. Tout cela importe peu. Cette réforme est-elle parfaite? Non, non, bien sûr que non. Mais ce ne doit pas être un prétexte pour ne rien faire. Et l'histoire, si cette réforme aboutit, et je le souhaite, retiendra que, comme en 81, c'est la gauche qui aura montré la voie de la décentralisation et permis la fusion des Normandies. Mes chers collègues, des régions plus fortes, écoutez jusqu'au bout, ça va être intéressant, des régions plus fortes, c'est un plus pour la France. C'est une arme de plus, une arme mieux affûtée dans la bataille pour l'emploi. Vous le savez, dans la continuité d'Alain Leverne, nous avons souhaité faire de l'emploi la priorité de l'action régionale. La situation économique et sociale reste très difficile. Mais plusieurs résultats récents nous encouragent à poursuivre dans l'action et dans la voie que nous avons tracée au plan régional. Le 6 mai dernier, la ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, a annoncé l'attribution du second appel d'offres pour la construction de parcs éoliens en mer, notamment celui du Tréport, confié au consortium mené par Areva et GDF Suez. Avec 2 parcs éoliens de grande taille au large du Tréport et de Fécamp, plusieurs usines de construction attendues au Havre, plusieurs centres de maintenance au Tréport, à Dieppe, un grand centre de recherche et de développement au Technopole du Madrier, une base à Fécamp, une localisation idéale pour l'export. Nous pouvons collectivement être fiers d'être aujourd'hui la première région française pour l'éolien en mer. Et c'est la preuve que notre stratégie régionale, qui a été débattue et critiquée, je veux quand même me rappeler que certains d'entre nous dans cette Assemblée ont voté à plusieurs reprises contre un certain nombre d'investissements régionaux en matière d'éolien, je pense notamment à des investissements sur le port du Havre. Cette stratégie régionale est aujourd'hui confirmée. Notre mobilisation, celle de notre Assemblée, mais également celle des élus locaux, parlementaires, a payé. Déjà en 2012, nous avions obtenu que l'appel d'offres soit relancé, car là aussi, il faut rappeler qu'il avait été déclaré infructueux par le gouvernement de François Fillon. Puis, nous avions rencontré à plusieurs reprises les ministres en charge du dossier. Nous nous étions aussi battus dès le début de l'année 2013 pour qu'Areva installe son centre de recherche sur notre territoire, et en particulier dans la métropole rouennaise. Incontestablement, notre mobilisation collective a pesé pour emporter la décision. Et la région, comme institution, a joué pleinement, je crois pouvoir le dire de façon exemplaire, son rôle. Rassembler les acteurs, tous les acteurs, publics et privés, anticiper les besoins en créant dès aujourd'hui de nouvelles formations, développer la recherche, soutenir l'innovation. Nous avons d'ores et déjà décidé d'amplifier encore notre action et c'est l'objet d'un des rapports de notre séance, j'y reviendrai tout à l'heure. Cette très bonne nouvelle, même si évidemment il faut encore être prudent car des questions sont encore en suspens, notamment en matière environnementale, et j'ai indiqué toute notre vigilance à ce sujet. Cette très bonne nouvelle est la preuve que la réindustrialisation de notre économie est possible. Oui, la transition énergétique est une opportunité formidable pour la Haute-Normandie. Oui, la Haute-Normandie est attractive. Oui, la Haute-Normandie peut gagner. Je voudrais insister ici sur un symbole fort, la relocalisation de l'entreprise Lucibel à Barentin, sur le site industriel Gardy. Cette entreprise extrêmement innovante, très forte croissance, a annoncé, c'est assez rare, sa décision de relocaliser la majeure partie de sa production depuis Shenzhen en Chine vers Barentin. Et nous pensons aux 130 salariés du site que j'ai rencontrés avec le député Christophe Bouillon il y a quelques jours,
avec qui nous nous sommes battus pour ce site, pour notre territoire, depuis des mois. Là encore, cette relocalisation, d'une pépite en l'occurrence, n'aurait pu se faire sans l'engagement de la région. Plusieurs autres exemples positifs récents montrent que nous sommes capables de produire, tout en restant modestes, des résultats significatifs pour les territoires. Je pense bien sûr à Isopla Pro, à Harfleur, je pense au sauvetage de Silings, à Charleval, même si tout cela reste fragile. Je pense bien sûr à Emréal, à Alizé. Je pense à la reconversion industrielle du site Petroplus de Petit-Couronne. Après de longs mois de combat, aux côtés de Guillaume Bachelet, Frédéric Sanchez, Dominique Randon, Nicolas Rouly, avec les salariés, mais aussi les investissements réalisés par Hercel, près du Havre, où j'étais encore mercredi dernier en compagnie de Catherine Troilic et Laurent Logioux. Je n'oublie pas Alpine, qui a confirmé son ancrage historique à Dieppe. Là encore, grâce au soutien de la région et surtout au travail des services de la région, que je tiens à saluer. Dans tous ces dossiers, le rôle de notre collectivité a été important, voire primordial. Alors, bien sûr, nous ne pouvons être satisfaits, car le chômage est toujours trop élevé. Mais ces résultats concrets, encourageants, doivent nous inciter à poursuivre nos efforts, avec beaucoup d'ambition sur le fond et beaucoup de modestie sur la forme. Comme je m'y suis engagé, je continuerai d'être présent sur le terrain, à l'écoute de nos salariés, de nos entreprises, de nos forces vives. Ils savent qu'ils peuvent compter sur la région. Chers collègues, plusieurs d'entre nous ont récemment été sollicités par un collectif opposé au traité de partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, aujourd'hui en cours de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis. Certains membres de ce collectif sont d'ailleurs présents ce matin dans l'hémicycle. Même si le sujet ne relève pas directement ni de l'ordre du jour, ni des compétences au sens juridique du terme de notre collectivité, je tenais à l'évoquer, pour dire d'abord que je comprends les inquiétudes que peut engendrer ce dossier. Et s'il faut bien sûr être prudent, puisque les négociations sont en cours, je souhaite exprimer, sans a priori, sans procès d'intention, mais avec clarté, ma grande vigilance et un certain nombre d'exigences qui me semblent tout simplement citoyennes. Sur la forme, tout d'abord, il est indispensable que les discussions actuelles s'inscrivent dans un processus plus démocratique ou transparent. C'est le sens, et j'y souscris pleinement, de la démarche de Fleur Pellerin qui vient récemment d'écrire au commissaire européen au commerce pour demander, avec d'autres, la déclassification du mandat de négociation confié à la Commission européenne pour, précisément, plus de transparence. Les textes relatifs aux négociations doivent pouvoir être publiquement accessibles. Et je rappelle qu'in fine, les 28 gouvernements devront se prononcer à l'unanimité, que l'accord devra être ratifié par les 28 parlements nationaux ainsi que par le Parlement européen. Sur le fond, des conditions et des limites doivent être posées pour que le résultat ne soit pas déséquilibré, mais au contraire gagnant-gagnant. Des décisions ont déjà été prises pour ne pas s'aligner sur le moins-disant américain, en l'occurrence, en excluant de l'accord certains domaines. Je pense à l'audiovisuel, par exemple. D'autres spécificités européennes existent et elles doivent être préservées en garantissant notamment le maintien de notre cadre réglementaire européen, national, en matière d'environnement, de culture, d'éducation, de santé, de protection des travailleurs et des consommateurs. Chers collègues, chacun ici a certainement une position qui lui appartient sur ce sujet, qui, encore une fois, ne relève évidemment pas des compétences de notre région. Néanmoins, pour ma part, je souhaitais l'évoquer personnellement, mais aussi au nom de l'exécutif, afin de marquer formellement, solennellement, l'attention et la vigilance
de notre collectivité sur ce sujet important. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la bonne gestion de notre collectivité, que vous pourrez une nouvelle fois constater lors de l'examen du compte administratif que présentera tout à l'heure Marc-Antoine Jammet, est au service d'une ambition, et une seule. Notre projet, améliorer le quotidien, préparer l'avenir de notre région. Notre séance plénière aujourd'hui est tout entière tournée vers cet objectif. L'éolien, l'enseignement supérieur, la recherche, la jeunesse, avec la mise en place du numérique dans les lycées, d'une caution locative pour les étudiants, d'un pass santé pour celles et ceux qui n'ont pas accès aux soins. Voici quelques-unes des mesures que vous serez amenés à examiner aujourd'hui. Elles témoignent de notre volonté et de notre capacité à engager notre région, quel que soit son périmètre, sur la voie de l'avenir. Je vous remercie.